qui recopient ce que l'administration leur dit de faire, a considéré qu'il ne s'agit dans cet arrêt que de pratiques dites commerciales. Voilà. Or, les pratiques commerciales, c'est tout simplement l'envoi d'une demande d'adhésion. C'est une pratique commerciale. Dès que vous avez une demande d'adhésion, même sous une forme un peu plus pressante, et que vous refusez l'adhésion, vous avez face à vous une pratique commerciale. Donc vous êtes dans une situation où la règle s'applique. C'est-à-dire, c'est ce que nous recommandons à nos adhérents, dès que vous avez une demande émanant d'une caisse en vue de votre affiliation, et qu'il n'y a pas de contrat, vous écrivez qu'il n'y a pas de contrat, etc. Et si la caisse persiste, vous l'attaquez, vous portez plainte devant le procureur de la République, tout simplement. Alors maintenant, ce qu'a dit la Cour de cassation, et vous avez raison, en ce qui concerne les contraintes et les mises en demeure de la MSA, elle les a exclus en quelque sorte. C'est ça, c'est tout. Mais ça ne nous gêne pas. Et la jurisprudence est bien que ce sont des entreprises. D'autres questions? Combien y a-t-il de libérés en France aujourd'hui, à votre avis? 70 à 80 000 personnes qui se sont libérées selon les protocoles du MLPS, c'est-à-dire en prenant les précautions nécessaires, etc. Et vous avez un nombre indéfini de libérés sauvages, que c'est pas du tout péjoratif dans la bouche, c'est des libérés qui, eux, se libèrent parce qu'ils ne payent plus, ils ne peuvent plus payer. Et ils sont en nombre vraiment exponentiel. Et c'est si vrai d'ailleurs que une conversation qui a été surprise entre deux dirigeants de l'URSSAF par un de nos adhérents qui se trouvait à une table voisine au restaurant, a entendu dire, ces éminents personnages, que le nombre de libérés était exponentiel et que si ça continuait, ils vont tout faire péter. C'est tout le mal que je souhaite. Donc voilà à peu près les chiffres. Et à quoi il faut ajouter 160 ou 170 000 libérés frontaliers qui, eux, viennent d'obtenir le droit de s'assurer librement, qu'ils avaient déjà jusqu'à présent, et que l'État français a voulu leur supprimer. Un jugement très récent que nous avons publié du tribunal de Mulhouse leur donne le droit de ne pas adhérer à la CMU, et par conséquent, il s'ajoute au nombre de libérés. Donc vous avez en France actuellement peut-être 300, peut-être 400 000 personnes, mais ça va augmenter puisque les politiques, enfin, ont pris conscience du fait que ça ne pouvait pas continuer. Et vous avez sans doute vu que l'ancien ministre et député Frédéric Lefebvre a pris une position très claire à ce sujet, puisqu'il a indiqué qu'il fallait laisser, il fallait absolument laisser la liberté aux gens de choisir d'adhérer à la caisse de leur choix. Et que, comme nous sommes évidemment en relation avec lui, je pense qu'on se joindre à nous beaucoup d'autres parlementaires, car il va y avoir un effet épidémique. Vous savez, à partir du moment où un certain nombre de parlementaires commencent à aller dans le bon sens, les autres, pour ne pas être en retard, font la même chose, d'autant plus que le calendrier est très propice, puisque dans un an, nous allons avoir une élection présidentielle qui sera suivie d'élections législatives, puisque le mandat de l'Assemblée se termine juste après les élections présidentielles. Et donc, les députés, quand ils vont aller dans leur circonscription, vont avoir intérêt à avoir pris une position quand même intelligente qui consiste à appliquer la loi, plutôt que d'affronter les artisans, les commerçants, les professions indépendantes qui vont leur prendre dessus, parce que c'est insupportable. D'autres questions? Oui, allez-y. Le micro vous arrive là, oui. Donc, dans mon cas personnel, donc, comme je vous ai expliqué, moi je suis en ouverture en création, pardon, d'entreprise, et du coup, donc d'après ce que si j'ai bien compris ce que vous avez dit, il faut que je remplisse tous les papiers et dossiers pour l'inscription au RSI, et à partir du moment de la création, demander un contrat et demander après du coup l'extraction de... C'est-à-dire que vous faites les papiers, vous les faites à la chambre de commerce en général. On vous demande qu'est-ce que vous choisissez, cochez la case. Vous voulez choisir, vous cochez n'importe laquelle, ça n'a aucune importance, ce n'est pas un contrat. Donc à partir du moment où vous êtes installé, toutes les formalités sont faites, et que vous recevez la première demande de cotisation émanant du RSI, eh bien vous leur envoyez la lettre, vous vous assurez en privé, au niveau européen, et puis vous leur envoyez la lettre en question en leur disant que vous les quittez, plutôt que vous n'y adhérez pas.
D'accord. Et après, si par contre on adhère justement à votre association, on a droit du coup à un suivi en cas où, je dirais, de problèmes éventuels de la part du RSI. Ah ben bien sûr, l'objet, l'association a deux objets. Le premier objet, ça a été de faire prévaloir, c'est l'objet de sa création, prévaloir en France les dispositions européennes et qui suppriment le monopole de la sécurité sociale. Ça, c'est l'action que nous menons de toute façon. Et nous avons ajouté à cette action un collectif de défense qui était indispensable compte tenu du fait que beaucoup de gens n'avaient pas les moyens de s'offrir un avocat, et donc nous suivons vos dossiers, par nos avocats d'ailleurs, de façon à ce que vous n'ayez jamais, vous, à vous défendre vous-même. C'est-à-dire que chaque fois que vous recevez un papier, d'abord ça vous met dans une situation plus tranquille sur le plan psychologique. Un papier ne vous inquiète pas. Vous recevez un papier, vous nous l'envoyez, on vous dit tout de suite ce qu'il y a lieu d'en penser. Voilà. Et donc on vous suit, bien sûr, jusqu'au moment où c'est nécessaire. Il faut également que vous sachiez, je l'ai d'ailleurs dit dans l'interview qui parle dans Valeurs Actuelles cette semaine, nous avons eu des chiffres qui ont été très étonnants. C'est-à-dire que sur les années 2013 et 2014, on n'a pas encore tout à fait les chiffres de 2015 à cet égard, nous avons constaté que 80% des cas, des adhérents, n'avaient plus besoin de nos services. C'est-à-dire qu'ils ne recevaient plus de documents, de contraintes, de quoi que ce soit. Nous sommes probablement la seule association qui se félicite de perdre des membres. On est très contents qu'ils n'ont plus besoin de nous. Mais c'est vrai, donc quand vous êtes... Alors évidemment, il y a certains adhérents qui disent « Ah, vous exagérez, parce que nous, on est encore... » Je ne vous ai pas dit 100%, je vous dis 80%. J'ignore à quels critères cela répond. Ça, je ne sais pas du tout. Ce que je sais avec certitude, parce que ça, ce sont nos chiffres à nous, c'est que 80% de ceux qui se sont libérés en 2013 ou 2014 ne sont plus poursuivis. Alors évidemment, cette parution a suscité de la part de certains qui sont, eux, encore en procès ou en difficulté, une réaction de surprise, mais voilà, il faut qu'on leur explique que si c'était 100%, l'affaire serait finie. Voilà, d'autres questions? L'extraction en fait de la libération en fait, et le moment on va dire où ils vont commencer à entreprendre les premiers courriers, les premiers appels. C'est extrêmement variable. Enfin, les appels viennent assez vite, mais ensuite ce qui est extrêmement variable, c'est-à-dire que nous avons très souvent des cas d'ailleurs un petit peu embarrassants parce que des gens qui n'ont jamais, qui ne se sont pas libérés et à qui le RSI n'a jamais rien demandé sur 3, 4, 5 ans parfois. Et tout d'un coup, ils reçoivent un appel de cotisation sur 5 ans, ils se téléphonent en disant « Affolé, mais qu'est-ce qui m'arrive? On est dans une situation épouvantable, on nous demande 150 000 euros. » Bon, là, c'est pas la bonne méthode, hein, si vous voulez. Le RSI, d'abord, n'emploie pas la bonne méthode. Il devrait normalement faire ses appels de cotisation en temps et en heure. Et les personnes qui n'ont pas reçu ces appels auraient dû s'inquiéter plus tôt. Parce que, enfin bon, cela étant dit, le plus souvent, les appels de cotisation arrivent assez rapidement, mais ensuite, les affaires s'effilochent. Il y a des gens qui, ensuite, pendant 1 an et demi, ne reçoivent rien. De toute façon, le RSI est en état de mort clinique hein, maintenant. Donc, ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire, ils ne savent plus comment ils le font, d'ailleurs. Bon, cela dit, ça ne vous empêche pas d'être sérieux. Je veux dire par là que je ne vous dis pas ça pour vous démobiliser, surtout pas. Parce que faites tout comme il est indiqué de le faire, de façon à que vous n'ayez pas d'ennui. D'autres, oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'ai passé le cap de la 3e année de l'entreprise, donc c'est là qu'on prend une bonne avoine du RSI. Et pour la 4e année, j'ai décidé de mensualiser parce que voilà, ça commence à piquer. Et donc pour quitter le RSI, est-ce qu'il y a un formulaire à remplir ou quelque chose? Enfin, j'ai pas tout. Le fait d'être mensualisé vous paraît un obstacle pour quitter le RSI? Ben, c'est ça. En fait, vu mais qu'ils vous prennent pouvez, pas vraiment, qu'est-ce que je fais? Je vois quand vous le quittez, vous quittez aussi la mensualisation. Oui, on est d'accord. C'est pas... De même qu'il y a des gens qui, peut-être un peu naïfs, qui maintiennent les prélèvements qu'ils ont accordés au RSI et à leur banque. Bon, il est bien évident que le RSI se sert. Il faut supprimer. C'est vous qui détenez l'autorisation à donner ou à ne pas donner. Donc vous dites à la banque, vous supprimez les prélèvements. Et de même pour vous, pour la mensualisation, si vous décidez de quitter le RSI, la mensualisation tombe d'elle-même.
Oui, d'accord, mais il y a... comment dire, au début que j'avais commencé, moi j'ai eu des problèmes avec le récit, comme beaucoup. J'ai Lucie déjà qui est venu 2 fois, je pense. Pardon ? J'ai Lucie qui est venu déjà 2 fois quand j'avais démarré l'entreprise, parce qu'au démarrage de l'entreprise, il m'avait demandé 3 500 € d'entrée ou un truc du genre. Enfin, ces trucs, c'était Noël, quoi. Quel est le problème alors ? Et ben maintenant ça s'est résolu, mais ils m'ont jamais remboursé les 3 500 €. Ils m'ont dit ben on va vous les garder au chaud pour les années qui viennent. Au chaud oui, enfin, C'est du Bon, prévisionnel. maintenant j'en suis sorti. En plus, vous maintenant, pouvez les c'est- chauffer vous-même, hein, ce sera certainement plus efficace pour vous. Bon, enfin écoutez, ça, ce ne sont pas des vrais problèmes, hein, dans la mesure où vous pouvez les résoudre très facilement. Pour la mensualisation et pour le reste, rien n'est difficile. D'autres questions ? Ah oui, monsieur. Voilà. Vous avez bien expliqué tout à l'heure donc le fait de se libérer, nous libérer aussi j'ai encore du mal à l'envisager en fait, de la RDS donc, et puis Oui. d'accord. Oui, parce que la CSG et la CRDS sont, contrairement à ce que le gouvernement avait imaginé au début, enfin, ils les avaient qualifiés comme ça au départ, de contribution fiscale. Obligatoire. Et en fait, ça a été, par notre action, par les procès que nous avons gagnés, ça s'est transformé en cotisation sociale. C'est qualifié de cotisation sociale par la Cour européenne de justice. Elle vient d'ailleurs de confirmer son premier jugement de 2000 par un jugement sur les CSG et CRDS sur les revenus de capitaux. Il y a eu un arrêt de la Cour européenne très récemment qui est exactement le même que l'arrêt précédent et qui dit que les personnes qui ne sont pas assurées sociales en France n'ont pas à payer de CSG sur leurs revenus de placement. Voilà, donc on a vraiment fait un tir groupé. J'avais d'ailleurs eu un débat avec Michel Rocard à ce sujet, au cours d'un petit déjeuner débat, et je lui avais expliqué que sa CSG, c'était il y a déjà pas mal d'années, ne durerait pas aussi longtemps que l'impôt sur le revenu. Les deux ont commencé tout petit. On commence toujours en France par créer un impôt, c'est 0,5%. Puis un jour, on le retrouve à 55%. Eh bien, la CSG, lui ai-je dit, compte tenu des actions que nous avions déjà menées à l'époque, eh bien, ne franchira pas le cap et elle restera à ce qu'elle était à l'époque. À l'époque de 5 ou 6%, à l'époque vous changez depuis. Alors il me dit, mais tout ça, ce sont des arguties juridiques. Vous savez, des arguties juridiques, ça coûte très cher en milliards hein, quand on perd. Bon, vous savez, Rocard, ça, un peu... J'ai du mal à suivre ses raisonnements, lui aussi d'ailleurs. Il y a eu une circulaire. Mais il avait été très ennuyé quand même, parce qu'il avait vu que finalement, mon argumentaire reposait sur des faits et pour cause, on était devant la Cour de justice, donc on savait exactement ce qu'il en était. Il y a d'autres questions, si vous voulez bien. Je crois qu'il y a eu une circulaire aussi des impôts concernant la quitte. Comment ? Il y a eu une circulaire des impôts concernant la CSG, CRDS, qui atteste ce que vous dites, quoi. Sur les dernières... Pour les personnes qui sont affiliées Sur l'arrêt sur de des Ruther. assurances européennes. Oui. Voilà, pour les Non, mais Français. ça concerne... Non, tu veux parler du dernier arrêt européen, l'arrêt de Ruther et... Par rapport à l'arrêt Ruther. Ouais. Par rapport à... L'affaire Ruther. Ah, c'est ça, l'arrêt de Ouais, Ruther. Oui, ouais. d'accord. Bon, alors, non, la position du gouvernement, enfin, des services fiscaux n'est pas encore arrêtée de manière très claire. C'est-à-dire, si de manière très claire, elle dit, si vous n'êtes pas assuré social français, vous n'avez pas à payer donc, ce que la Cour de justice vient de décider, c'est-à-dire vous n'avez pas à payer le CSG sur vos revenus du patrimoine. Alors, le problème est posé maintenant par quelques adhérents qui sont allés, à mon avis, un peu trop vite en besogne, qui se sont lancés sans réfléchir suffisamment sur le fait de qualifier les assurances qu'on peut prendre à l'étranger d'appartenance à un autre système de sécurité sociale. Alors jusqu'à présent, mais pour des raisons plus de maladresse qu'autre chose, un de nos adhérents a obtenu une réponse négative. En fait, il faut présenter les choses différemment, il faut les présenter comme l'appartenance à un système social étranger et non pas comme une assurance privée prise à l'étranger, ce n'est pas exactement le cas. Mais c'est vrai que cet adhérent, que je connais bien d'ailleurs, est allé trop vite en besogne, sans me demander d'ailleurs s'il avait raison de le faire. Il est libre, il fait ce qu'il veut.
Mais je pense que bon, il a obtenu pour l'instant une réponse négative, mais uniquement des services. Hein. Bon, il faut maintenant aller devant le tribunal administratif. Hein, mais je pense que les choses vont s'éclaircir très bientôt, puisque à partir du moment où il sera officialisé en France qu'on a la liberté de l'assurance, il sera officialisé qu'on peut ne pas être assureur social. Et donc ça dépend finalement de peu de choses. Comme dit l'autre, ça dépend d'un oui ou d'un non. Comme la fortune. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'un type disait, quand même, j'ai failli faire fortune, ça a dépendu d'un oui ou d'un non. Et bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un type qui était milliardaire, je lui ai dit, donnez-moi 100 millions, il m'a dit non. Voilà. L'arrêt de Witter, c'est un peu la même chose. Il ne faut pas demander tant qu'on n'est pas sûr d'obtenir la réponse. Il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, Vous n'avez pas si timide. on va conclure, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 4 heures. Bon. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on va conclure la réunion par d'autres considérations, si vous le voulez bien. Ces considérations ne sont pas hors sujet, nous ne sortons pas de notre sujet, mais elles se raccrochent, elles se raccordent à ce que je vous ai dit en début de réunion, à savoir l'état de la démocratie française. Quand vous voyez que dans des journaux qui ont pignon sur rue, on publie des sondages qui sont accablants pour le système politique, on se dit qu'il va falloir faire quelque chose, parce que quelle est l'issue d'une situation pareille? L'issue est soit que les Français reprennent leurs affaires en main, soit on va entrer dans un chaos indescriptible. Parce que quand plus personne ne contrôle rien du tout, là, ça devient l'anarchie. Or, pour contrôler les choses, on ne peut plus compter sur les politiques qui sont, comme les sondés le disent, comme nous le constatons nous-mêmes, qui ne sont préoccupés que par leur propre survie politique et non plus par la survie de la France. Or, cette question est d'autant plus redoutable que finalement, la classe politique s'est taillée un fief représentatif inexpugnable. Vous ne pouvez pas entrer dans la classe politique. Alors, quand je dis classe politique, ce n'est pas le propos qui conviendrait, entrer en politique. Mais là, il s'agit bien du fait qu'ils ont fermé la classe politique. Par quels moyens? Où ils sont extrêmement simples. D'abord, les énarques ont pris le contrôle des partis politiques. Au début, ils ne contrôlaient que l'administration. Tous les partis politiques sont contrôlés par les énarques. Même ceux qui apparemment semblent mettre les énarques au piquet, eh bien, sont quand même contrôlés par les énarques. Et ils ont pris les mesures nécessaires pour que personne ne puisse réellement entrer en politique, en particulier en faisant en sorte que la politique soit financée sur fonds publics. Si vous voulez faire de la politique, si vous voulez par exemple vous présenter aux élections, vous ne pouvez avoir de l'argent si vous avez déjà été élu, car sinon vous n'accédez pas aux fonds publics. Alors vous avez le droit d'avoir des fonds privés, mais ils sont très limités. En tout cas, par rapport à ce que touchent les partis politiques de l'État, c'est vraiment dérisoire. Donc, il y a un phénomène d'auto-reproduction de la classe politique qui fait qu'ils ne sont même plus sensibles à ce qui peut se passer dans le pays. Or, le pays, ce pays, notre pays, nous n'en avons qu'un seul. Nous sommes français et si nous perdons notre pays, en tout cas si nous le perdons en tant que véritable patrie, c'est-à-dire un endroit où on se sent bien, eh bien, nous aurons tout perdu. Donc, il faut réagir. Alors, j'aimerais quand même vous apporter quelques informations que vous avez peut-être d'ailleurs sur ce qui est réellement la situation de la France. Et notamment sur la façon dont on vit la France. Vous avez en France 3 millions d'entreprises. Vous avez également 16 millions de salariés du secteur privé qui travaillent dans ces 3 millions d'entreprises. Vous avez 6 millions de fonctionnaires, 6 millions de chômeurs, 15 millions de retraités et 18 millions de personnes de moins de 18 ans. 3 millions d'entreprises font vivre 63 millions de Français. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre ne fait vivre les Français que ce que produisent les entreprises. Imaginez que la tendance actuelle se poursuive et que nous nous trouvions alors dans une situation où les entreprises ne travailleraient plus, ne fonctionneraient plus. Que se passerait-il? Vous savez, c'est un petit peu
une expérience. Alors, une expérience, c'est quoi? Scientifiquement parlant, c'est de faire varier les facteurs. Vous avez X facteurs dans une expérience, vous en supprimez un pour voir ce qui se produit, vous en rajoutez un autre, et la somme de tous ces résultats vous donne, le plus souvent, quelque chose d'intéressant. Donc imaginons, et il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination pour cela, que les 3 millions d'entreprises cessent de travailler, du jour au lendemain. Ça ne se passera pas comme ça, du jour au lendemain, mais ça se passe. Dès le lendemain, 16 millions de salariés du secteur privé ne sont plus payés. 6 millions de fonctionnaires ne touchent plus leur rémunération, 6 millions de chômeurs ne touchent plus leurs indemnités, 15 millions de retraités ne touchent plus leur pension, et 18 millions de jeunes gens de moins de 18 ans n'ont plus à manger. Voilà ce qu'est exactement la situation de la France. Or, pendant ce temps-là, à quoi assiste-t-on? On assiste à la destruction systématique des entreprises par l'État, par les gouvernements successifs. Et alors, c'est là qu'il faut faire intervenir une notion qui est extrêmement importante, historiquement parlant, et qui est la tactique de la terre brûlée. Vous savez que cette tactique consiste, pour un pays qui est envahi, qui n'arrive pas à résister, à détruire ses propres usines, les routes, les ponts, bref, à détruire tout ce qui pourrait permettre de faciliter l'avancée de l'ennemi. Un des exemples les plus fameux, bien sûr, c'est l'exemple de la campagne de Russie de Napoléon, qui s'est traduite effectivement, notamment par l'incendie de Moscou, et il y a beaucoup d'autres exemples dans l'histoire. Et en France, nous assistons à un phénomène étrange. Il y a bien une politique de la terre brûlée, mais elle ne se fait pas vers l'avant, c'est-à-dire vers l'endroit où nous sommes menacés par l'ennemi, par l'adversaire, c'est-à-dire par l'endroit où les produits étrangers arrivent, ou bien les intervenants extérieurs arrivent et font concurrence aux nôtres, mais vers l'arrière, c'est-à-dire on détruit les entreprises. C'est-à-dire une tactique de la terre brûlée à l'envers. Or, quand vous détruisez les entreprises, vous détruisez ce qui vous fait vivre, puisque ce sont elles qui font vivre l'ensemble de la nation. Alors pourquoi font-ils cela? Je me rappelle une conversation que j'ai eue avec une dame, au cours d'une réunion que je faisais dans le midi, on est allé manger un morceau après, et cette dame était la mère de l'organisatrice. Et elle me dit, mais enfin, les gens qui nous gouvernent sont intelligents, ils comprennent, ils doivent comprendre. Comment se fait-il qu'ils fassent cela? Et je lui dis, chère madame, le problème n'est pas qu'ils soient intelligents et qu'ils comprennent. Ils comprennent parfaitement. Mais nous ne sommes pas leurs amis. Nous sommes des ennemis de classe. Ils ne peuvent pas supporter l'idée que quelqu'un soit indépendant. Et donc, ils veulent nous détruire. Ce qu'ils n'ont pas compris encore, c'est qu'ils se détruisent eux-mêmes, par la même occasion. Mais ils sont en train, par exemple, d'essayer de le comprendre. Et par exemple, je vais vous donner ce curieux exemple du phénomène Macron. Alors, je n'entre pas sur le terrain politique, je me place uniquement l'observateur. Et je suis quand même très frappé, là j'ai acheté, pour venir quelques journaux, dans l'Express, qui change de formule et qui donne une très longue interview de M. Macron. Je n'ai pas encore eu le temps de lire d'ailleurs. Mais c'est quand même tout à fait fascinant, je trouve. Voilà quelqu'un qui fait partie d'un gouvernement socialiste dont le chef, le président de la République, avait dit qu'il n'aimait pas les riches et qui a fait une politique qui jusqu'à présent n'a semble-t-il pas satisfait beaucoup les entreprises. Mais ce n'est pas par hasard qu'on voit émerger un Macron. Ce n'est pas du tout par hasard. C'est un petit jouet qu'on montre aux gens en disant « Vous voyez comme nous nous intéressons aux entreprises, etc. » Mais c'est parce qu'ils sont en train d'être affolés par le fait qu'ils ont détruit une grande partie du tissu qui les soutient. Et ce phénomène n'est pas du tout dû au hasard. C'est un phénomène parfaitement concerté. Et on voit toujours, dans les cas où un régime est en difficulté, est en train plus ou moins de risquer de s'effondrer, ou en tout cas d'être chassé, on voit toujours surgir ce genre d'appât. Vous savez, ce n'est rien d'autre, après tout, que l'appât traditionnel dans la chasse. On vous met un oiseau, par exemple, pour attirer les autres oiseaux et pour pouvoir les flinguer. Bon, et bien là, c'est un petit peu pareil. Et là, c'est une observation que je fais en passant, mais qui
ne fait pas échapper à l'extraordinaire contradiction qui résulte d'une politique dont les résultats ne sont pas ceux qu'on pourrait espérer, c'est-à-dire normalement que le tissu économique soit sain, produise des richesses et que tout le monde vive bien, mais au contraire, un affaiblissement progressif et de plus en plus rapide du tissu économique français qui nous conduit vers des situations extrêmement difficiles. Alors face à cela, que faire? Ben, écoutez, il y a toujours plusieurs solutions. La seule bonne solution, et je vais vous le dire tout à trac, c'est que vous preniez vous-même vos affaires en main. Je n'ai personnellement plus confiance dans les hommes politiques de quelque bord qu'ils soient, et je vois dans les sondages qui sont publiés que 90 ou 95% des Français sont de mon avis. Plutôt, je suis de l'avis de 95% des Français. Alors que faire? Certains me disent, mais moi, je ne vais quand même pas, je vais pas aller me présenter aux élections. Ben, écoutez, c'est pas si bête que ça, cette idée-là. Se présenter aux élections ou autre chose. Finalement, c'est un problème de prise en compte de la situation et des événements. Il y a tous les jours des événements qui se passent et qui méritent qu'on s'en occupe. Le plus souvent, on ne s'en occupe pas parce qu'on a beaucoup de soucis, on a beaucoup de problèmes, on a du travail, on a 1000 choses et parfois on n'a pas envie de s'en occuper. Et pourtant, tout ce qui se passe mérite qu'on s'en occupe. Je vais vous prendre un exemple qui n'a pas grand-chose à voir avec l'économie. Je suis allé faire une réunion à Toulouse il y a quelques semaines et les hasards de l'emplacement électronique par réservation m'ont placé à un siège où il n'y avait pas de hublot, au fond de l'appareil. C'est pas dramatique, mais c'est pas normal. J'ai payé le même tarif que celui qui était dans le rang avant moi, et moi je n'avais pas de hublot. Donc j'ai écrit au président d'Air France en lui disant, vous vous plaignez des compagnies low cost, en disant qu'on fait voyager les gens dans des conditions vraiment pas dignes d'un confort normal, et moi, vous me mettez un siège sans hublot. Donc, est-ce que vous avez l'intention, par exemple, de placer aussi des passagers sur les ailes? Je pense qu'avec une bonne couverture, ça devrait passer. Et je reçois, je savais que ça allait me répondre, je reçois une lettre me disant, vous serez désormais accueillis en passagers privilégiés, et dans les aéroports, il y a un endroit particulier pour vous accueillir, etc. C'est toute une série d'avantages qui m'étaient attribués. Je me suis dit, chic, j'ai quand même bien fait d'écrire. Mais malheureusement, cette lettre ne m'était pas destinée. Elle était destinée à une autre personne, et un secrétaire s'était trompé dans l'enveloppe. Et alors, je me suis tenu à 4 pour ne pas écrire au directeur d'Air France, en lui disant, écoutez, je suis très heureux des avantages que vous m'accordez, je ne suis pas sûr d'en être digne, mais j'en suis très satisfait. La seule chose qui m'ennuie, c'est que je vais être obligé de changer d'identité. J'étais habitué à la mienne, je vivais comme ça, et là, maintenant, je vais devoir m'appeler Monsieur Tartampion, etc. En fait, un grand directeur, je ne sais plus quelle société. Bon, finalement, je n'ai pas écrit la lettre, parce que je n'ai même pas eu le temps, puis j'estimais que j'en avais assez fait assez d'humour, mais j'ai reçu le lendemain la vraie lettre, me disant, vous savez, nos autres passagers, les compagnies aériennes, comme par exemple le Canadair, au lieu d'avoir 275 sièges, ils en mettent, ou 255, ils en mettent 278. Moi, je n'ai pas acheté un siège sur une compagnie low cost, j'ai acheté sur Air France. Ce n'est pas une réponse. Enfin bon, c'est vous dire, il y a quand même deux types de comportements. Quand vous êtes un co-énarque, parce que c'est deux énarques qui s'écrivaient l'un à l'autre, là, vous avez droit à tous les honneurs. Quand vous êtes un président d'association de la société civile, vous avez droit, en quelque sorte, à une réponse qui vous dit, mais prenez donc EasyJet. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Je ne veux pas qu'il faut écrire systématiquement à Air France ou à d'autres, mais il n'empêche, si à chaque instant, quand vous avez le temps, et à chaque occasion où quelque chose d'anormal vous arrive, vous prenez l'affaire en main et vous décidez de réagir à quelque niveau que ce soit, vous aurez fait faire un grand progrès à la société. Et ça va aller beaucoup plus loin. Car à partir du moment où vous allez cesser d'avoir la tête dans le guidon, comme nous disons, vous allez tout d'un coup vous intéresser à autre chose. Parce que finalement, si vous avez la tête dans le guidon, ne croyez surtout pas que ce soit par hasard.
c'est fait exprès. Car quand on relève la tête, on voit des tas de choses. C'est même comme ça que l'homme est devenu l'homme. Car auparavant, il était courbé. Quand il a relevé la tête, il s'est aperçu de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que les régimes dictatoriaux font en sorte que les hommes courbent la tête. J'ai un exemple extrêmement frappant, qui est le souverain Inca. Un souverain qui régnait au moment où les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud. Il y avait un protocole à la cour de l'Empire Inca. Vous ne pouviez pas vous présenter devant l'empereur sans porter une lourde charge sur le dos et d'être totalement courbé. Ça montrait votre soumission. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous apprendre que vous croyez français, vous êtes des Incas. En réalité, votre nationalité authentique est Inca. Car c'est exactement ce qui vous arrive. Et si ça vous arrive, ça n'est pas parce que on a fait, par distraction, de mauvaises lois, c'est parce qu'on veut qu'il en soit ainsi. On veut que vous courbiez la tête, car si vous la relevez, vous allez tout d'un coup vous poser des questions. Vous allez dire, mais ce truc-là, est-ce que c'est bien normal? Mais ce type qui nous raconte ça, mais qu'est-ce qu'il nous disait? Tiens, je vais regarder petit à petit, de fil en aiguille, vous devenez quelqu'un de redoutable, c'est-à-dire un simple citoyen, mais qui connaît la situation. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Le pouvoir refuse que vous soyez cela. Et là, la raison pour laquelle je vous dis cela, c'est que la liberté de la protection sociale, c'est ce qui vous permet de relever la tête. Car vous n'êtes plus accablé de charges et d'impôts, vous devenez à ce moment-là quelqu'un qui peut voir plus loin. Et plus loin, ça peut vous conduire très loin. Tout simplement parce que dans la situation qui est celle de la France aujourd'hui, nous sommes face à un pouvoir, quel qu'il soit, qui attend d'être remplacé. Et par qui sera-t-il remplacé? Il peut être remplacé par n'importe quel démagogue. C'est toujours un risque. L'idéal serait qu'il soit remplacé par des citoyens, par la société civile, ce que demandent d'ailleurs les sondés dans les sondages. Alors, en ce qui vous concerne, prenez parti, non pas politiquement, mais dans chaque problème qui se pose. La protection sociale est une occasion, il y en a bien d'autres. Et prenez vos responsabilités, n'hésitez pas à vous concerter avec d'autres, n'hésitez pas à prendre des responsabilités associatives, il le faut. Toutes ces responsabilités vous conduiront ailleurs, et je suis intimement convaincu qu'il y a dans cette salle de futurs députés et de futurs ministres, dès le moment où ils commenceront à s'intéresser aux problèmes. Rappelez-vous les maréchaux d'Empire. Les maréchaux de Napoléon seraient restés de simples capitaines s'il n'y avait pas eu la Révolution. Eh bien, vous allez devoir devenir les piliers de la nouvelle société française, celle qui sera tout simplement conforme à la population de la France et à ses aspirations. Et c'est la raison pour laquelle je crois que l'action que nous menons actuellement est de nature, actuellement et depuis longtemps, est de nature non seulement, bien sûr, à apporter à la France une protection sociale digne de ce nom, compétitive et des charges infiniment moindres, et donc le retour au progrès économique, mais aussi parce que ça va nous permettre de retrouver une véritable démocratie qui ne sera pas le fruit de décisions prises par des énarques qui sont d'ailleurs bien incapables de prendre la moindre décision positive, mais tout simplement qui seront l'expression du peuple. Et c'est la raison pour laquelle j'exprime ma grande confiance dans le peuple français, parce que je suis persuadé, je connais les Français, vous aussi vous les connaissez, moi je les vois de plus en plus, puisque je fais des réunions partout, avec souvent des foules impressionnantes. Je sais bien, les gens viennent me parler, toujours j'entends les mêmes questions, les mêmes angoisses, les mêmes craintes, et toujours les mêmes aspirations. Les gens veulent que ça change. Alors je sais bien que c'est un slogan, il faut que ça change, mais là il faut que ça change dans le bon sens. Il faut que la France retrouve la possibilité d'être gouvernée par les citoyens, c'est eux qui ont le droit légitime, et il faut qu'on cesse d'être le jouet de personnes qui finalement se moquent éperdument de nous et qui ne pensent qu'à leurs propres avantages. Alors respectons la France, respectons les droits que nous avons sur la France et nos devoirs, et c'est la raison pour laquelle je terminerai cette réunion. Donc je vous remercie d'avoir accepté d'y venir, par ces trois mots que vous partagerez certainement. Vive la France. Merci.